la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le vieillissement est un processus dégénératif lié à l'âge qui se caractérise par une diminution de la viabilité et une augmentation de la vulnérabilité avec une réduction des réserves fonctionnelles et une fragilité au stress. Le vieillissement est la résultante des effets intriqués de facteurs génétiques et environnementaux auxquels est soumis l'organisme tout au long de la vie. Il s'agit d'un processus lent et progressif. Ces modifications ne sont pas uniformes d'une personne à une autre et il n'existe pas de mesures quantitatives effectives pour les mesurer en dehors de l'âge. Selon l'OMS, l'âge limite de la vieillesse au troisième âge est fixé à 65 ans. Une définition sociale utilise l'âge de cessation d'activité professionnelle entre 55 et 60 ans. Les personnes âgées sont également appelées seniors ou encore aînés. Le vieillissement s'accompagne de maladies chroniques. Certaines sont directement liées au vieillissement et parfois accessibles à un traitement préventif tel que l'ostéoporose. D'autres lui sont associées comme le diabète insulino-dépendant, l'hypertension artérielle et surtout la maladie rénale chronique, etc., etc. Ce soir, nous allons donc aborder particulièrement la question des pathologies du système cardiovasculaire chez la personne âgée et son impact sur les reins. Les personnes âgées sont confrontées à quelle maladie du système cardiovasculaire, quelles sont les causes de ces différentes pathologies et comment les prévenir, quel est l'impact de ces maladies sur les reins. Si le système cardiovasculaire et les reins vieillissent, un invité surprise vient de faire son entrée dans le jeu. Il s'agit également du Covid-19. Quel peut être son impact sur la santé de la personne âgée? Comment bien vivre le troisième âge? Ce sont autant de questions que je vais poser à nos invités ici présents sur ce plateau. Il s'agit du professeur Patrice Zabsonré, cardiologue et chef de service cardiologie du CHU Yalgado Ouedraogo. Professeur Jean-Gabriel Wango, psychogériatre, président de l'Association burkinabé de gériatrie et de gérontologie. Et puis, avec nous ce soir, Dr Aïda Lengani, elle est néphrologue au CHU de Tinkandougou. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous. Vos questions et autres préoccupations sont attendues au 25 40 79 03. Professeur Wango, comment se sent-on quand on est senior, physiquement et mentalement? Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de remercier les responsables de la télévision nationale et Madame Dao pour tout l'accompagnement qu'ils font par rapport à tout ce qui est programme national de santé des personnes âgées. Je voudrais dire que la santé des personnes âgées est essentielle et je pense que le gouvernement a pris cela à cœur avec donc, le ministère de la Santé. Je voudrais aussi remercier les deux invités qui sont l'une est ma fille et l'autre est mon compagnon de toujours, qui ont accepté de venir parler de ce problème parce que nous, du comité, du moins de l'association de gériatrie et de gérontologie, c'est très important que la population soit informée. Alors maintenant, posant le problème, ou du moins répondant à votre question, il se trouve que la vieillesse est vraiment un temps extrêmement important pour chaque être humain. Comment faire pour bien vivre sa vieillesse? C'est difficile parce que ce n'est pas uniforme.
Si par exemple, toute votre vie, vous avez préparé votre vieillesse avec soit des investissements, soit en tout cas beaucoup d'économies, et que Dieu faisant, vous n'avez pas beaucoup de maladies chroniques de l'âge, mais vous pouvez être bien. Eh bien, très bien. Voilà. Si vous avez des enfants qui sont très bien, qui aiment leurs parents et qui les assistent tout le long de leur vieillesse, il n'y a pas de problème, parce que même si vous êtes malade, vous serez bien soigné si les enfants, en tout cas, vous aident. De l'autre côté, s'il se trouve que vous n'avez pas bien préparé votre vieillesse, vous avez des frustrations, vous avez des manquements et il y a des problèmes. Et si vous n'avez pas d'aide, votre vieillesse ne peut pas être bien vécue. Vous souffrez. Pas plus tard qu'hier encore, j'ai vu quelqu'un que je connaissais qui était un travailleur et maintenant, bon, il est à la retraite. Oui, il est à la retraite et ça pose d'énormes problèmes. Les enfants n'ont pas réussi malheureusement. Bon, donc, c'est très difficile. Donc, c'est dire globalement que la vieillesse, c'est une préparation. La retraite, c'est une préparation. Et vous ne pouvez pas venir être heureux vers la fin de votre vie si toutefois tout ceci n'est pas préparé. Professeur Zabsone, quelles sont les principales maladies du système cardiovasculaire chez la personne âgée? Merci Madame Dao. Et avant tout propos, j'aimerais m'associer donc au professeur Wongo pour remercier toute l'équipe de la RTV et de nous avoir également associés à ce santé pour parler donc de la santé cardiovasculaire de la personne âgée. La santé cardiovasculaire de la personne âgée est effectivement une grande problématique, étant entendu qu'elle fait partie des maladies non transmissibles. Et parmi les affections les plus fréquentes retrouvées au plan cardiovasculaire, c'est avant tout l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est quoi? C'est quand le cœur devient incompétent, il n'arrive pas à assurer sa fonction première, qui est une fonction de pompe pour évacuer le sang dans tout l'organisme afin que l'organisme puisse donc se nourrir en oxygène et se nourrir en nutriments, et à l'inverse, pouvoir évacuer les déchets qui se sont accumulés. Donc, la plupart des maladies cardiovasculaires vont aboutir à ce qu'on appelle à l'insuffisance cardiaque. Et donc, l'insuffisance cardiaque étant l'aboutissement de toutes les maladies, il est tout à fait envisageable que c'est l'affection la plus fréquemment observée chez la personne âgée. Après l'insuffisance cardiaque, et c'est l'accident vasculaire cérébral qui est la pathologie la plus fréquemment rencontrée. Nous y reviendrons certainement par rapport aussi. Et suivi donc de l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, c'est quand, par exemple, le cœur, une partie du cœur manque de sang. Et cela risque d'aboutir donc à la nécrose du muscle cardiaque. Après cela, il y a quand même des troubles du rythme qui sont fréquemment observés chez la personne âgée, et notamment une fibrillation auriculaire qui est assez fréquente. Et en dehors de ces maladies qui touchent le cœur, il y a encore d'autres maladies qui vont toucher, notamment les valves cardiaques, on les appelle, donc c'est surtout le rétrécissement valvulaire, que ce soit le rétrécissement au niveau de la valve mitrale ou de la valve aortique, c'est-à-dire ces orifices qui s'ouvrent et qui laissent passer le sang à l'intérieur du muscle cardiaque, le muscle cardiaque étant considéré comme étant un compartiment. C'est une maison qui est compartimentée, et donc il y a des portes qui s'ouvrent qui permettent de laisser passer le sang. Et puis maintenant, au niveau artériel périphérique, puisque c'est le système cardiovasculaire dans son ensemble, il y a des maladies qui sont touchées là également. Les vaisseaux sont également touchés à type de ce que nous appelons des artériopathies, c'est-à-dire c'est une maladie qui touche les artères. Il y a également la maladie qui touche les veines.
Et de plus en plus, justement, on observe cela dans notre service. Avant, c'était rare, mais c'est devenu très fréquent, surtout chez la personne âgée. Donc voilà donc un certain nombre d'affections qu'on peut lister, mais il y en a énormément chez la personne âgée. Docteur Lengane, qu'est-ce que le rein et quel est son rôle dans l'organisme? Le rein est un organe pair, c'est-à-dire que chaque être humain normalement a 2 reins qui est situé dans la cavité abdominale, de part et d'autre de la colonne vertébrale. Et en moyenne, chaque rein mesure 12 cm de haut, 6 cm de largeur et 3 cm d'épaisseur. Et le poids moyen du rein est de 150 grammes. Chaque rein est constitué d'unités fonctionnelles qu'on appelle des néphrons. Et il faut dire que la particularité du rein, c'est que le nombre de néphrons est déterminé dès la naissance. Et c'est un capital qu'on a et qui ne peut plus augmenter. Et ces néphrons-là sont, en tout cas, dans le tissu rénal, on va dire, réunis et nourris par un tissu de soutien qu'on appelle l'interstitium, mais il y a également beaucoup de vaisseaux sanguins à ce niveau. Et les reins ont essentiellement un rôle d'épuration de l'organisme de ces déchets. Sur le plan de l'épuration de l'eau, les reins vont permettre de maintenir un équilibre de la balance hydrique pour qu'on ne soit ni déshydraté ni en excès d'eau, mais également l'équilibre en ions comme le sodium, le potassium. Et le rein joue également un rôle qu'on appelle endocrine en contribuant à maintenir constante, en tout cas à réguler la pression artérielle, en contribuant à fabriquer les globules rouges et également en intervenant dans le métabolisme de la vitamine D. Professeur Zabsonré, quelles sont les différentes manifestations des maladies du système cardiovasculaire chez la personne âgée? Merci Madame Dao. Il faut d'emblée souligner le manque de particularité et de manifestations cardiovasculaires chez la personne âgée. Ce qu'on peut dire, c'est que nous avons d'énormes difficultés quand nous, en tant que formateurs, d'écrire la sémiologie pour les étudiants. On a l'habitude de décrire des signes qui sont tout à fait caractéristiques. Et surtout que chez la personne âgée, malheureusement, les descriptions sont toujours atypiques. Ce n'est jamais la forme idéale. Et donc, c'est ce qui fait justement la difficulté de l'approche diagnostique des maladies cardiovasculaires de la personne âgée. Toutefois, parmi les signes, ce sont les signes classiques qu'on a l'habitude d'observer, c'est-à-dire la douleur thoracique. Cette douleur thoracique, elle peut être brève, elle peut être prolongée. Et il y a la dyspnée, c'est-à-dire l'essoufflement, et que cela se produise à l'effort ou au repos. Donc la personne âgée peut être essoufflée. Elle peut ressentir des palpitations. Les palpitations, c'est quoi? C'est quand on a une sensation anormalement importante, anormalement exagérée des bruits du cœur. En principe, en temps normal, on ne sent pas, personne ne sent ces bruits du cœur. Donc, quand les bruits sont anormalement ressentis, on les appelle donc des palpitations. Et puis, la personne âgée est sujette justement à des vertiges, surtout des vertiges lors des changements de position. Lors des changements de position, le plus souvent, c'est quand elle passe de la position assise, par exemple, à la position debout. Et donc là, elle est instable, et ça, c'est une des caractéristiques quand même de la personne âgée. Et en dehors de cela, maintenant, il y a les signes, ça, ce sont des signes qui sont essentiellement cardiaques, et puis il y a la toux que nous partageons avec les pneumologues, et qui peut ramener des crachats, des crachats sanguinolents, c'est-à-dire qui contiennent un peu de sang, tout comme en pneumologie. Et puis maintenant, de temps en temps, les patients peuvent perdre connaissance. On appelle ça syncope. C'est-à-dire qu'ils perdent une connaissance pendant quelques minutes et puis après ils se réveillent. Donc ce sont les syncopes. Mais au niveau périphérique, là, je viens de décrire ce qu'on appelle les manifestations au niveau central, c'est-à-dire au niveau du cœur. Mais au niveau des artères et des veines, il peut également avoir des manifestations à type, par exemple, de crampes. Le patient ressent des crampes au niveau de son mollet. Cela va témoigner d'une atteinte d'une artère, notamment. Et puis, parfois, la jambe peut s'enfler.
Si la jambe semble, le plus souvent, c'est la veine qui est bouchée. Et cela est de plus en plus fréquent. Mais tout ceci n'est pas spécifique de la personne âgée. Ce qui est spécifique de la personne âgée, c'est le caractère non froid. Et pas très froid. Dans notre jargon, on a l'habitude de dire que c'est frustrant. Et c'est ce qui fait toute la difficulté de l'approche diagnostique des maladies cardiovasculaires et de la personne âgée. On va revenir sur les palpitations. Professeur Wango, quelles sont les causes psychologiques des palpitations et comment elles se manifestent chez la personne âgée? Merci beaucoup. Il faut dire que le professeur Zapsore vient de définir les palpitations qui sont une sensation désagréable, en dehors d'ailleurs parfois de toute pathologie cardiaque de fond, mais qui peuvent survenir dans le cadre de certaines pathologies psychologiques, telles que par exemple le stress. Alors, je vous raconte une toute petite histoire pour illustrer les palpitations et le stress. Quelqu'un par exemple qui va à Bobo, et juste après Boromo, il est fatigué, il descend pour uriner. Et puis il voit, disons, un lion qui le regarde. D'abord, la personne est surprise et en ce moment de surprise, il y a libération par le cerveau de ce qu'on appelle l'adrénaline. Et l'adrénaline, pas le cerveau, pardon, par les surrénales. C'est des petits organismes qui sont au-dessus du rein. Et il va y avoir mobilisation d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire que les muscles sont tendus, le cœur il bat la chamade parce qu'il est obligé d'envoyer beaucoup de sang, en tout cas ou plus de sang au niveau de l'organisme pour pouvoir en tout cas fuir. Et là, si vous avez le courage de vous attaquer au lion, bon, vous vous attaquez à lui. Si vous n'avez pas de courage, vous essayez de rejoindre votre voiture et de refermer la porte. C'est ça le stress et les palpitations. Mais vous pouvez avoir dans certaines maladies mentales ou des affections psychologiques beaucoup de palpitations. C'est notamment ce qu'on appelle la crise d'anxiété aiguë ou le trouble panique. Il y a beaucoup de palpitations à ce niveau. Et la personne même a cette impression que son cœur va s'arrêter. Lorsqu'on les amène chez le professeur Zapsore, quand le patient se calme, il fait les examens, il ne trouve rien. Le cœur est bon. C'est dans ces conditions-là, effectivement, que l'on se réfère à la réaction psychologique. Et lorsque vous avez aussi des nouvelles, on vient, on vous dit, ah, bon, vous avez réussi à votre examen. Une très bonne nouvelle. Eh bien oui, le cœur se met en pas. Ou bien quand vous rentrez dans la salle d'examen, on est en train de déchirer la feuille des épreuves, votre cœur bat plus vite. Donc, il y a beaucoup de situations où le cœur se met à battre. Chez la personne âgée, c'est beaucoup moins fréquent. Beaucoup moins fréquent, oui. Le cœur de la personne âgée bat beaucoup moins vite face au stress. Bon, certains disent que c'est parce que il y a eu des expériences. Bon, c'est pas vraiment démontré que c'est à cause de ces expériences, mais je crois que la réaction du muscle cardiaque est beaucoup plus lente compte tenu, en tout cas, du vieillissement, je crois, de l'organe. Et on palpite moins. Il y a un manque d'alerte, quoi. Oui, bon, non, on est tout aussi effrayés que les autres. Mais le cœur bat moins. Face à certaines situations sociales, il y a moins de palpitations chez la personne âgée que chez les sujets plus jeunes. Docteur Lengane, quels sont les effets du vieillissement sur le rein? Le vieillissement, en fait, va jouer sur le rein, mais il faut dire que c'est un processus qui va commencer dès 30 ans environ et qui va aller de façon inexorable, on ne va pas dire en s'aggravant, mais en tout cas qui va
en tout cas évoluer pour son propre compte. Donc déjà au niveau de la morphologie du rein, on va assister à une réduction de la taille du rein, on va avoir une atrophie rénale et le poids du rein va diminuer. De la même façon que le débit sanguin qui est délivré au rein diminue d'environ en fait 10% tous les 10 ans. Au niveau structurel même, il y aura une réduction du nombre des unités fonctionnelles, il y aura de la fibrose au niveau du tissu de soutien, mais les vaisseaux qui sont dans le rein vont également être touchés par ce processus. Et tous ces éléments-là vont conduire en fait à des altérations sur le plan du fonctionnement rénal. Donc le rein sera moins apte à épurer l'organisme, le rein sera moins apte à pouvoir s'adapter rapidement au changement des changements du bilan hydrique, mais également du bilan électrolytique, notamment en sodium, en potassium, parce que dans les conditions normales, il y a des capteurs dans l'organisme qui permettent d'envoyer des signaux quand nous sommes en besoin d'eau ou en excès d'eau. Par exemple, lorsque nous avons une déshydratation, des signaux sont envoyés au niveau du rein pour qu'il ne laisse pas sortir l'eau. Et quand nous avons bu trop d'eau, c'est l'inverse. Il y a une autorisation du rein à laisser sortir l'excès d'eau. Mais si ces signaux sont perturbés, eh bien, le sujet âgé, le rein âgé, n'arrive pas à s'adapter à ces modifications. Mais il faut également dire qu'il y a des facteurs qui vont influer dans ce processus de vieillissement rénal. Il y a des facteurs qui sont non modifiables, comme l'hérédité ou des maladies génétiques qu'on peut avoir qui vont s'accompagner d'un vieillissement plus accéléré. Il y a également le genre, le sexe masculin aura un vieillissement rénal plus rapide. Et il y a des facteurs qui sont modifiables. Et c'est sur ces facteurs-là qu'on peut jouer, notamment certaines maladies chroniques, que le professeur Zabsonré va voir, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, mais également les effets sur les artères. Il y a le tabagisme, des facteurs environnementaux. Et tous ces facteurs-là vont concourir, selon les individus, à un vieillissement rénal accéléré ou plus lent. D'accord. Professeur Zabsonré, quelles sont les principales causes des maladies cardiovasculaires de la personne âgée et leur lien avec les facteurs de risque cardiovasculaire? Merci Madame Dao. On peut résumer les causes, j'allais dire, en deux grandes rubriques. Étant dans le contexte du vieillissement, l'une des causes reste encore les causes dégénératives. Les causes dégénératives que cette dégénérescence touche le muscle. Le muscle va devenir donc plus rigide, puisque vous avez parlé tantôt, il y a une perte des cellules musculaires du muscle cardiaque qui seront remplacées pratiquement par de la fibrose. Et donc, le muscle cardiaque, qui est une pompe, va perdre un peu de son élasticité chez la personne âgée. Or, c'est une des fonctions du muscle cardiaque, c'est une fonction de réservoir. Donc, cela veut dire qu'il a la capacité de se distendre pour se remplir et évidemment la capacité de se contracter pour éjecter son contenu sanguin pour nourrir donc les organes de l'organisme. Et donc, ce muscle-là, il va perdre donc de sa souplesse, il va devenir plus rigide et cela sera cause donc d'une certaine insuffisance. On sait que, en principe, un muscle normal, il peut se contracter quand il s'étire. Or, le muscle de la personne âgée ne peut plus s'étirer en raison de la présence donc, de cette fibrose-là. Et donc, cela veut dire que non seulement le cœur va mal se remplir chez la personne âgée, mais également il va mal se contracter chez la personne âgée, puisqu'on n'a pas cette excitation-contraction-là en raison de la disparition un peu de cette capacité de la fibrose. Donc, le muscle sera plus rigide et la dégénérescence va toucher également
j'avais parlé tantôt donc, de ce système qu'on appelle valves, qui sont à l'intérieur donc, du cœur et qui permettent au sang de circuler à l'intérieur du cœur. Ce sont des sortes de portes qui s'ouvrent, qui se referment. Et donc ces portes-là vont devenir plus rigides également. Elles vont se calcifier avec l'âge. Et donc il y aura donc des lésions de rétrécissement. Ça, ce sont donc les lésions dégénératives. Mais il y a d'autres lésions qui sont liées donc à ce qu'on appelle au système vasculaire, au système artériel. Vous savez, de la tête jusqu'aux pieds, là, les organes sont, l'organisme est irrigué constamment par des vaisseaux. Imaginez donc la tuyauterie de l'ONEA dans votre maison, et la tuyauterie permet d'amener l'eau dans votre maison. Et donc cette tuyauterie-là, elle peut présenter donc des lésions et donc des défaillances. Et la principale maladie qui est causée et responsable donc des manifestations cardiovasculaires d'une manière générale et plus particulièrement chez la personne âgée, on l'appelle l'athérosclérose. L'athérosclérose, elle s'ajoute au vieillissement de la paroi artérielle qui est également rigide et avec des dépôts de ce qu'on appelle des plaques d'athérome. Ce sont des plaques de graisse qui vont petit à petit grossir et à la limite même boucher pratiquement l'artère. Quand vous prenez par exemple la tuyauterie de votre cuisine, à la cuisine là, vous voyez l'évier là, le tuyau, il y a des dépôts de graisse progressivement, et puis à un moment donné ça passe plus, vous êtes obligé de faire appel au plombier pour qu'il vienne donc déboucher. Donc c'est exactement la même chose. Et donc cela s'appelle l'athérosclérose. Et l'athérosclérose là, pour donc établir le lien avec ce dont on a parlé tantôt, ce que vous avez évoqué en termes de facteurs de risque cardiovasculaire, l'athérosclérose là, elle est favorisée par un certain nombre de situations qui sont soit physiologiques, Dr Lingani les a abordés tantôt, et on dit qu'ils sont inévitables, on ne peut pas les éviter. C'est quoi? C'est l'âge avancé, c'est le sexe masculin, c'est l'hérédité familiale, et donc de maladie cardiovasculaire. Donc ça, ce sont des facteurs qui ne sont pas évitables. Et puis il y a des facteurs qui sont évitables, sur lesquels des actions préventives peuvent donc s'engager. Donc ce sont les facteurs environnementaux. Les facteurs, d'abord l'hypertension artérielle, c'est le chef de file. Le diabète, on revient encore là-dessus, le tabagisme, l'excès de consommation de graisse, et puis la sédentarité, surtout chez la personne âgée. La personne âgée, c'est la sédentarité. Et puis, donc ça, ce sont des facteurs de risque qui sont dits classiques, traditionnels pour nous. Il y a l'obésité. Donc la personne âgée, plutôt, c'est l'obésité de type androïde, c'est la partie supérieure du tronc, là, qui est plus grosse que la partie, qui contraste avec une maigreur des membres. Et cela, c'est pas de la bonne obésité, si on peut ainsi dire. C'est de la mauvaise obésité, parce que c'est de la graisse abdominale et qui se déplace très rapidement, qui est véhiculée dans le sang et qui va donc tapisser les vaisseaux. Mais il y a des facteurs qui sont inhabituels, qu'on rencontre chez la personne âgée et qui sont de plus en plus décrits. C'est quoi? C'est l'isolement. C'est l'isolement social. Ça a un impact important sur la personne âgée. C'est la pauvreté et puis c'est le stress chronique. Le professeur Wongo en a parlé tout à l'heure. Donc c'est le stress chronique. Voilà donc les facteurs qui sont spécifiques à la personne âgée en dehors des facteurs traditionnels que nous avons l'habitude de voir. Des maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle est la principale cause de consultation et d'hospitalisation des personnes âgées au CHU Sorosano de Bobo-Dioulasso. Une maladie dont la prise en charge n'est pas toujours évidente et qui nécessite une observance thérapeutique pas toujours facile à respecter. Le reportage de Maneka Yen et de Kadou Romenaki. Bonne santé et vieillesse ne font pas souvent bon ménage. Pour des raisons sanitaires, il est fréquent de constater des personnes âgées suivre un régime alimentaire ou une prescription médicale. Une observance thérapeutique pas toujours facile à respecter. On m'a dit de ne pas consommer le sel, le sucre et l'huile. Mais souvent, je me lasse et j'en consomme et cela aggrave mon cas encore. Au centre hospitalier universitaire Sorosano de Bobo-Dioulasso,
des maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle est la principale cause de consultation et d'hospitalisation des personnes âgées, avec des patients qui arrivent dans les hôpitaux à un stade déjà avancé de la maladie. Quand on prend les statistiques des patients que nous recevons au CHU de Bobo-Dioulasso, l'hypertension artérielle représente presque la moitié des cas. Donc presque la moitié des cas, avec bien évidemment ces complications cérébrales, ces complications cardiaques, ces complications rénales. Des complications dont la prise en charge n'est pas évidente. Le CHU Sourousanou de Bobo-Dioulasso dispose de 5 médecins cardiologues, mais le plateau technique n'est pas toujours au rendez-vous. Bon, on dira que c'est un problème récurrent à l'ensemble des structures sanitaires, mais il y a quand même la nécessité d'avoir suffisamment de matériel, non seulement pour poser le diagnostic, mais aussi pour prendre en charge les malades. Parce que pour pouvoir prendre en charge un malade hypertendu, par exemple, il faut évaluer le risque cardiovasculaire. Et pour évaluer le risque cardiovasculaire, il faut non seulement pouvoir faire des examens comme l'électrocardiogramme, et faire un bilan sanguin qui n'est pas toujours accessible aux malades. Donc ça pose vraiment des problèmes et le laboratoire n'est pas toujours au top. Donc ça fait que... Selon une étude faite sur les risques cardiovasculaires chez les personnes âgées au centre hospitalier universitaire Sourousanou en 2018, 80% des patients ont un risque cardiovasculaire élevé ou très élevé. Les personnes du troisième âge sont exposées à de nombreux problèmes de santé car l'organisme se fragilise avec le temps. Ainsi, la moindre maladie peut avoir des conséquences dommageables et c'est pourquoi il est recommandé un suivi minutieux de la santé des personnes âgées car une pathologie peut favoriser l'apparition d'autres. Et la prise en charge de plusieurs maladies en même temps devient difficile à cause des contre-indications de certains médicaments. D'où le plaidoyer des médecins pour la mise en place d'un service de gériatrie au Burkina Faso qui prendra en compte de façon adéquate la santé des personnes du troisième âge. Diloma Ismaël Sirima. À 72 ans, Madame Kam est obligée de passer régulièrement chez ses médecins pour suivre son état de santé. Aujourd'hui, elle est au service de la cardiologie. Ici, plus du tiers des consultations concernent les personnes de plus de 65 ans. Occasion pour le médecin traitant du jour de nous énumérer quelques raisons de ces consultations. Ils ont certaines pathologies comme secondaires à l'hypertension artérielle, certaines pathologies secondaires à ce qu'on appelle l'athérosclérose, les dépôts de saleté dans les vaisseaux qui sont favorisés par l'âge, par l'hypertension, le diabète, tout ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire. En plus de ça, ils ont les pathologies cérébrovasculaires comme l'AVC. Et l'insuffisance cardiaque constitue 42% à peu près de nos hospitalisations. Et maintenant, la mortalité avoisine 11 à 14%. Mais ce qui amène Madame Kam à l'hôpital ce matin-là, ce sont les douleurs articulaires provoquées par les maux de la colopathie. À côté de cela, la tension artérielle de 16,8 l'inquiète énormément. La tension, c'est bizarre. Je ne comprends pas. Je ne mange pas de sel. Je suis en train de bouffer des feuilles comme une chèvre. Actuellement, j'ai vraiment la partie de l'hermonie. La forme de cœur, ça brille. Et ça fait une semaine, j'ai vu que le cœur, on sent une chaleur. Le diabète est démonté. Monsieur Dera, lui, est hospitalisé depuis 6 jours. Du fait de l'âge, il souffre de rigidité artérielle et cela affecte le fonctionnement de plusieurs de ses organes. Ce séjour qu'il effectue au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, c'est pour soigner ses douleurs du cœur. Quand ça déclenche, ça m'empêche de respirer. Et quand je me couche, ça devient pire. Mais avec les soins, ça vaut mieux aujourd'hui.
Le mal de cœur, comme celui de M. Dera, peut chez certains patients être combiné au diabète, à l'insuffisance rénale, à l'hypertension artérielle et à bien d'autres pathologies. Les médecins parlent ainsi de comorbidité. En général, à côté de ça, l'hypertension et les autres facteurs ont déjà retenti sur d'autres organes, dits organes nobles, comme le rein, comme le cerveau. Et donc, ils viennent avec ces polypathologies et nous, on est amenés à les traiter. Le traitement dans ces cas de figure est souvent délicat. Un médicament pour soigner un mal chez les papis et les mamies se retrouve contre-indiqué pour une autre maladie que la personne âgée traîne. Les doses toxiques, comme on appelle, les doses de médicaments qui peuvent amener des effets secondaires, étant proches parfois des doses qui les traitent, ils peuvent être susceptibles à développer certaines complications de certains traitements. Par exemple, le maniement des anticoagulants chez nous, chez la personne âgée, parfois pose problème. Quand on leur donne le traitement anticoagulant, ce qu'on voudrait, c'est que le sang devienne un peu plus fluide, un peu plus léger. Quand un traitement anticoagulant devient un peu trop dans le sang, ça peut se manifester par des saignements. La prise en charge des personnes du troisième âge serait encore meilleure si l'on disposait de services de gériatrie. Cela a l'avantage de réunir plusieurs spécialistes de la santé autour des patients du troisième âge. Comme on n'a pas de service de gériatrie, on hospitalise la personne âgée dans le service où l'appareil d'appel, l'appareil qui est atteint, est au devant de la scène. On parle de diagnostic primaire. Derrière ça, il y a d'autres diagnostics secondaires parce que je vous ai dit, en général, ils sont particuliers, ils sont polytarés et on appelle les collègues à leur chevet pour nous aider à faire la prise en charge de façon collégiale. Et on n'hésite pas à organiser des staffs multidisciplinaires associant cardiologues, néphrologues et autres spécialistes et spécialités. Dr Tal invite ainsi les jeunes à avoir une bonne hygiène de vie pour bien vieillir et réduire les risques de cardiopathie. C'est pourquoi elle conseille d'éviter les stupéfiants, de pratiquer une activité physique régulière et de manger équilibré. Retour sur ce plateau avec nos invités. Professeur Zabson, quels sont les signes d'une vulnérabilité d'un cœur vieilli? Merci Madame Dao. La notion de vulnérabilité renvoie à ce que nous aimons appeler le risque cardiovasculaire. Donc le risque cardiovasculaire par rapport à cette maladie qui est très répandue, qu'est l'athérosclérose. L'athérosclérose, là, elle peut être considérée comme étant un iceberg. Vous connaissez l'iceberg? L'iceberg, c'est la partie visible de l'iceberg que nous voyons, et donc l'immense partie de l'iceberg est carrément sous l'eau, l'eau de la mer. Et donc, la partie visible de l'athérosclérose, là, c'est quoi? C'est l'accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire l'hémiplégie. C'est l'accident cardiaque, c'est-à-dire, par exemple, l'infarctus du myocarde. C'est l'insuffisance rénale, c'est l'insuffisance cardiaque. Et donc, la vulnérabilité du patient, par rapport, donc, c'est quoi? C'est le risque cardiovasculaire. Et donc, il est possible d'évaluer le risque cardiovasculaire. Donc, du point de vue de la terminologie, on définit le risque cardiovasculaire comme étant la probabilité d'un individu de présenter dans les 10 ans à venir un événement cardiaque. Probabilité de présenter dans les 10 ans à venir un événement cardiaque. Que ce soit l'événement cardiaque peut être accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque. Et donc, pour évaluer ce risque cardiovasculaire-là et dire qu'une personne est à haut risque ou à bas risque, il faut donc disposer de 3 paramètres en fait. Et justement, docteur Yamouro du CHI Sanousoro a fait allusion à cela, également docteur Tal a fait allusion à cela, parce que c'est ça qui va, c'est l'évaluation du risque cardiovasculaire qui a pris naissance, il faut le dire, dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Donc comme c'est dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, les 3 paramètres qui sont retenus pour l'apprécier, c'est quoi? C'est le grade de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire la sévérité de l'hypertension. Elle est légère, elle est modérée, elle est sévère. Et puis ensuite, deuxième élément, c'est
le nombre de facteurs de risque que le patient cumule. Il est hypertendu, mais il a le diabète, il fume, il a un excès de graisse. Tout ceci-là, et ce n'est plus une sommation du risque, mais ça multiplie le risque. Et le risque peut passer peut passer de 3 à pratiquement 16 quand on cumule le tabac, et le cholestérol et l'hypertension artérielle. Et par contre, le diabète classe le patient classe le patient hypertendu d'emblée dans le haut risque cardiovasculaire. Donc c'est ça qui est la particularité du diabétique. Et donc c'est pour dire que pour le diabète, nous sommes plus agressifs du point de vue du traitement qu'autre chose. Et puis maintenant, il y a le troisième paramètre, donc j'ai cité 2 paramètres, la sévérité de l'hypertension artérielle, la présence d'un ou de 2 facteurs de risque cardiovasculaire. Et puis maintenant, le troisième paramètre là, c'est la présence d'atteinte des organes nobles. En premier lieu, ce qui intéresse Dr Lengani, c'est-à-dire une maladie rénale chronique classe d'emblée le patient dans le haut risque. Et puis, il y a maintenant l'insuffisance, si le patient a déjà fait une infarctus du myocarde, s'il a déjà fait un accident vasculaire cérébral, s'il a déjà fait une insuffisance cardiaque, cela aussi classe le patient dans le haut risque. Donc, c'est pour revenir, c'est une probabilité. Mais là où on nourrit sous le nez parfois, c'est qu'on peut accumuler tout ceci et ne pas présenter quand même un risque cardiovasculaire. Et donc c'est ça qui fait que, bon, c'est très théorique, mais cette notion-là, c'est cette notion qui nous permet donc de prescrire ou non un traitement à un patient. Par exemple, si vous prenez une hypertension, il peut avoir une tension artérielle à 16. Ce n'est pas grand-chose. Mais il fume. Il a un peu de graisse. Il a un peu de diabète. Donc ce n'est jamais très élevé. Mais tout ceci, la sommation de tout cela fait qu'il est à haut risque et qu'il mérite donc des mesures plus agressives dans sa prise en charge. Et donc, malheureusement, la personne âgée, le plus souvent, cumule tout ceci. Et parce que le rein a souffert depuis plusieurs années, et par conséquent, il est altéré et ça le bascule d'emblée dans le patient à haut risque cardiovasculaire. Docteur Lengani, quelles peuvent être les conséquences de toutes ces modifications liées à l'âge des reins sur la santé des sujets âgés? Effectivement, comme on a vu plus tôt, ces modifications de structure et de fonctionnement des reins vont avoir des conséquences. Bon, on va parler d'abord des conséquences sur le plan du bilan électrolytique. Le sujet âgé va être en fait plus apte ou plus enclin à être déshydraté dans certaines situations s'il a la diarrhée, des vomissements, sous certains traitements, notamment le traitement diurétique, ou même par exemple en cas de dépression ou en cas de difficulté d'accès à l'eau. S'il y a par exemple un problème de mobilité, eh bien il est plus enclin à être déshydraté parce que son rein ne peut pas en fait gérer la quantité d'eau qu'on doit laisser par rapport aux besoins réels de l'organisme. Et de la même façon, il est également plus vulnérable aux troubles du sodium. Il peut faire des augmentations du taux de sodium sanguin qu'on appelle des hypernatrémies ou même parfois des baisses du sodium sanguin. C'est valable également pour le potassium. Et sur le plan du fonctionnement rénal, le sujet âgé est 3,5 fois plus enclin à faire une insuffisance rénale aiguë. Déjà parce qu'à la base, il a un rein qui est vieux et donc qui est plus vulnérable face aux agressions. Donc c'est un sujet âgé qui, en cas de déshydratation, en cas de chirurgie, va avoir un problème rénal. Et c'est le moment d'agir vite parce que la récupération est généralement plus lente, mais également peut-être incomplète. Le gros problème du sujet âgé sur le plan des conséquences, c'est la maladie rénale chronique. Maintenant, il y a un problème pour différencier dans quel cadre la diminution du fonctionnement rénal est liée au vieillissement, puisqu'on a dit qu'avec l'âge, la fonction rénale baisse. Et dans quel cadre c'est pathologique. Donc, c'est pas le suivi régulier chez le médecin traitant, notamment si c'est chez le cardiologue, le respect des rendez-vous, qui permet de monitorer, de surveiller la fonction rénale dans le temps. Et on dit que généralement, si c'est physiologique, ça ne doit pas descendre de plus de 1 millilitre par minute par an. Mais si la diminution du fonctionnement de la fonction rénale est plus rapide, il faut rechercher une cause. Peut-être qu'il s'agit d'une tension qui n'est pas bien contrôlée, d'un diabète qui est mal équilibré ou d'autres maladies qu'il faut rechercher et traiter.
Et je viens également sur un problème qui est important, c'est justement l'axe cardio-rénal. Le professeur Zabsoré en a parlé. Il faut savoir que tous les problèmes rénaux vont retentir sur le cœur et vice-versa. Il y a un axe cardio-rénal qui est très fort. Donc un problème cardiaque, s'il n'est pas bien traité, aboutira de façon inexorable vers un problème rénal, et l'inverse est également vrai. Et s'il y a insuffisance rénale, au stade terminal, tous les organes peuvent être touchés et constituer ce qu'on appelle le mal de Bright. Et dans ce cas-là, il faut l'hémodialyse. D'accord. Professeur Zabsoré, revenons sur les symptômes des infarctus et puis des AVC. Et merci Madame Dao. La douleur, l'infarctus du myocarde se caractérise par une douleur thoracique. Nous avons l'habitude donc de l'enseigner aux étudiants en disant que dans sa forme typique là, elle est très très douloureuse. Très douloureuse, et parfois il n'y a que la morphine qui peut calmer le patient. Mais dans le cadre de la personne âgée, le plus souvent, la douleur n'est pas typique. Elle n'est pas aussi à type de serrement comme on a l'habitude de le voir. C'est une simple gêne, avouée ou pas, et dont la traçabilité est quand même difficile à établir, puisque, professeur, on va revenir certainement là-dessus, les troubles de la mémoire chez la personne âgée font que la description des signes n'est pas totalement rapportée. Et donc, en ce moment-là, on va avoir ce que nous avons l'habitude d'appeler des tableaux un peu abattardisés, c'est-à-dire des tableaux qui sont vraiment atypiques. Et c'est ça qui fait, et j'allais encore revenir là-dessus, la difficulté de la prise en charge de la personne âgée. Et donc, on peut passer facilement à côté de cette pathologie-là si on n'élargit pas l'éventail des examens complémentaires à l'adresse de la personne âgée. Et donc, c'est la douleur. Et pourquoi la douleur n'est pas typique? En fait, c'est lié au fait qu'avec l'âge, le temps passant, une artère, le système artériel de la personne âgée a le temps de développer ce qu'on appelle des collatérales. Il y a une voie qui est un peu rétrécie. Qu'est-ce que je fais? Je contourne la voie rétrécie et je prends une bretelle. Et donc, le système cardiovasculaire, c'est exactement la même chose. Si les artères sont rétrécies, va bouger quelque part, bon, on va développer ce qu'on appelle des circuits de suppléance. Et ce sont ces circuits de suppléance qui font que la symptomatologie de la personne âgée, que l'accident se passe au niveau du cœur, du muscle cardiaque ou au niveau, par exemple, de la jambe, ce n'est jamais vraiment la douleur typique. Et donc ça c'est pour l'infarctus du myocarde. Maintenant, pour l'accident vasculaire cérébral, bon, ça c'est moins, c'est plus typique quand même. Le plus souvent c'est l'hémiplégie et le commun des mortels, fort heureusement au Burkina Faso, sait reconnaître l'accident vasculaire cérébral parce que vraiment les gens sont conditionnés. Surtout si le patient est hyper tendu, on a vu on fait rapidement le relais, le lien. Parfois par excès, parce qu'on a pu parfois des paralysies faciales qui sont d'une autre origine pour des AVC et nous les adresser en consultation de cardiologie. Professeur Wango, quelle est l'influence de l'émotion négative sur le rythme cardiaque? Tout à l'heure, quand les deux parlaient, mon rythme cardiaque avait augmenté parce que je suis une personne âgée. Et lorsque les écoute, on a cette impression que on est mort. Donc, je suis sûr et certain qu'il y a des personnes âgées comme moi. Oui, il y a des personnes âgées comme moi qui sont chez elles, qui nous regardent, qui nous écoutent. Et quand ils entendent ce que les scientifiques et les médecins nous disent, ça fait un peu peur. Moi, je voudrais, dans un premier temps, dire que la meilleure façon de ne pas avoir peur de mourir, c'est justement d'aller les consulter. Voilà. Et cette émotion que l'on peut éprouver parce qu'on a peur, qui entraîne éventuellement l'augmentation du rythme cardiaque, peut survenir, en tout cas chez la personne âgée, à tout moment. Vous avez la mort d'un proche. Par exemple, un de vos enfants est décédé, votre épouse est décédée, vous avez des problèmes au niveau même de votre environnement immédiat et tout.
c'est de l'émotion. Tout à fait. Et beaucoup de gens réagissent en pleurant. Et si vous observez, la personne âgée pleure rarement ou se cache pour pleurer quand il y a donc cette émotion-là. Mais il faut vous dire aussi que au niveau de son cœur, si c'est une émotion très forte, mais il y a la même réaction. Parce qu'on a les mêmes glandes, hein, les surrénales, on en a. Hein, on peut aussi avoir une respiration qui augmente. Et ça dépend aussi de certaines personnes. Enfin, ça dépend de la personne. Vous avez des personnes âgées extrêmement sensibles et peuvent perdre la parole, peuvent être complètement sur place sans pouvoir bouger quand de regarder les uns les autres, mais surtout peuvent ne plus pouvoir parler. Ne plus pouvoir parler. Donc l'émotion, c'est plus ou moins la même chose, mais elle est quand même un peu plus maîtrisée chez la personne âgée. Un peu plus maîtrisée parce que, bon, il y a eu tellement de moments d'émotion que petit à petit, psychologiquement, elle s'habitue, voilà, il y a l'expérience, elle s'habitue, elle ne fait pas de démonstrations trop importantes, hein, tout comme les autres qui réagissent de façon parfois assez spectaculaire. À présent, les questions des téléspectateurs, c'est avec Viviane Tendreburgo. Sur ce sujet, Madame Mariam Ouattara a appelé de Bobo Dioulasso. Elle a constaté que sur la peau de sa maman, il y a de plus en plus des taches brunes. On lui a dit que c'était des taches de vieillesse qui peuvent être une conséquence du vieillissement du cœur. Sa question, c'est est-ce que cela est vrai, ce qu'elle a entendu? Est-ce qu'il faut s'inquiéter en voyant l'apparition de ces taches brunes-là? Comment soigner ces problèmes de pigmentation de la peau? Monsieur Boubacar Maïga est à Wemtenga, à Ouagadougou. Il a 75 ans et de temps en temps, il a des vertiges. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce qu'il faut consulter? Vers qui se tourner? Est-ce qu'il y a un produit qu'on peut lui conseiller ou des remontants? Ou est-ce qu'il faut qu'il aille pour qu'il vienne à bout de ces vertiges-là? Monsieur Traoré Sidiki Bernard suit Santé Mag depuis Orodara. Il a 77 ans et en suivant l'émission, il a entendu que les personnes âgées sont plus exposées aux maladies du rein. Et donc, ces questions, c'est quels sont les signes qui peuvent indiquer qu'une personne âgée a une insuffisance rénale. Son autre question, est-ce que la pratique du sport par les personnes âgées joue sur leur santé ou comment faire le sport quand on est âgé? Est-ce qu'il faut encore faire l'endurance du 100 mètres plat? Bon. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil pour se maintenir? Monsieur Nyambré Bourema nous a appelé de Ouargaï. Il a remarqué qu'il y a très peu ou pas du tout de services de gériatrie, comme il y a des services de pédiatrie un peu partout au Burkina Faso. Et pourtant, on a de plus en plus de personnes du 3e âge au Burkina Faso. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de structure de gériatrie au Burkina Faso un peu partout? Il a également constaté une absence d'information sur la prise en charge des personnes âgées. Qu'est-ce que vous entendez mener comme activité d'information et de sensibilisation en direction des familles pour permettre une meilleure prise en charge des personnes âgées qui vivent dans nos communautés? Monsieur Apollinaire Paré est à Ouagadougou. Lui se demande si une personne âgée, après la retraite, peut entamer des études universitaires. Si oui, comment faire pour booster ses capacités en termes de mémoire, de logique, de raisonnement et de production intellectuelle? Madame Hortense Sanou nous a appelé de Ouagadougou. Son histoire, la voici. Sa mère est décédée à 75 ans de manière brusque et on lui a dit qu'il s'agissait d'une rupture d'anévrisme. Elle se demande
qu'est-ce que c'est qu'une rupture d'anévrisme, puisqu'elle entend de plus en plus dans la ville de Ouagadougou qu'il y a des jeunes qui meurent de rupture d'anévrisme. Est-ce que c'est particulier aux personnes âgées ou bien ça peut toucher les jeunes? Est-ce que ses frères et sœurs doivent être inquiets du fait de l'hérédité? Est-ce qu'ils sont exposés à de possibles risques de rupture d'anévrisme? C'est tout pour la première partie des questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Professeur Zabsonri, la question de Madame Ouattara, qui a appelé de population, les taches brunes sur la peau de sa maman, est-ce un signe de maladie du système cardiovasculaire? Merci Madame Daoud. Bon, je ne suis pas dermatologue, mais je ne suis pas sûr que vraiment il y ait un lien avec les maladies cardiovasculaires. Parce que au vieillissement du cœur, non, je ne pense pas. C'est plutôt des tâches qui sont liées à la vieillesse. Et bon, indépendamment... Il faut s'en inquiéter de prime abord. De prime abord, bon, il faut quand même aller consulter un dermatologue. Donc c'est le dermatologue qui est le médecin spécialiste qui est à même de déterminer la gravité ou non de cette pathologie. Oui. Monsieur Maïga a 75 ans, de temps en temps il a des vertiges. Est-ce qu'il doit s'inquiéter? Si oui, il faut consulter où? Vers quel spécialiste doit-il se tourner? Demande aussi à un produit qu'il peut prendre. Quand il s'est vertige, c'est un conseil. Merci. À 75 ans, personne âgée, une personne à partir de cet âge-là sur deux est hyper tendue. Et donc, moi je conseillerais d'abord d'aller faire prendre sa tension. Ça c'est possible, c'est à la portée. On peut le faire n'importe où, dans un cabinet de soins à côté, quand on n'a pas le tensiomètre pour l'automesure à domicile. Je pense que c'est vraiment la réaction la plus appropriée en pareille circonstance. Sinon, en attendant cela, bon, on peut prendre des médicaments, mais est-ce que cela ne va pas s'apparenter à de l'automédication? Bon, je préfère que, je lui propose vraiment d'aller consulter, ne serait-ce qu'un cabinet de soins pour qu'on vérifie sa tension artérielle, c'est ça qui est l'enjeu en fait. Ce n'est pas tant le signe, mais ce que le signe va révéler comme pathologie, c'est ça qui est peut-être déterminant pour ce patient-là. Docteur Lengane, il y a M. Traoré qui a 77 ans, donc il dit, bon, il suit l'émission, on a dit que les personnes âgées étaient plus exposées aux maladies du rein, donc ces questions sont, quels sont les signes qui peuvent indiquer qu'une personne âgée a une insuffisance rénale, et puis est-ce que la pratique du sport par les personnes âgées joue sur leur... Quel type de sport faut-il faire? L'endurance, s'il y a des conseils à ce niveau? Oui, par rapport à la première question sur les signes de l'insuffisance rénale, malheureusement, il n'y a pas de signes typiques de l'insuffisance rénale. Ce sont des signes qui sont non spécifiques. Par exemple, ça peut être les pieds qui enflent, ça peut être une fréquence accrue de l'envie d'uriner pendant la nuit, ce qu'on appelle la niturie. Ça peut être une fatigue. Donc, avant le stade terminal, il n'y a pas de signes spécifiques. Et même au stade terminal, entre griffes, parce que le stade terminal veut dire juste que le rein n'arrive plus à épurer correctement l'organisme, le sang, et donc il faut l'aider. C'est pas que c'est le stade où il n'y a plus rien à faire. Même au stade terminal, les signes sont juste un peu plus exagérés, mais ils ne sont pas typiques. C'est justement pour ça que nous insistons sur la prévention qui va se faire par des consultations régulières. Par exemple, un bilan de santé, si on n'a pas de pathologie connue, comme le professeur Zabsonri l'a dit, le contrôle de la pression artérielle peut se faire, et un bilan sanguin standard. Et après, si on a des facteurs de risque de cardiovasculaire, parce que les facteurs de risque cardiovasculaire sont également des facteurs de risque de maladie rénale. Il s'agit de respecter les rendez-vous chez le cardiologue qui tout le temps va faire un bilan rénal et s'il y a un souci, va adresser le patient chez le néphrologue.
Concernant le sport, la pratique de l'activité physique est vraiment importante chez le sujet âgé, mais ça va dépendre de sa tolérance. Si c'est un sujet âgé qui a une cardiopathie assez avancée ou qui a des problèmes pour se déplacer, eh bien, la pratique ne sera pas la même que celle que fera un sujet âgé qui sera valide. Donc c'est selon en fait l'état physique de la personne, si elle peut tolérer par exemple la marche à pied, voilà, elle peut faire de la marche à pied, voilà, le footing. Sinon, s'il y a des problèmes cardiaques assez importants, on ne va pas lui demander des efforts assez importants. C'est à adapter au cas par cas, mais dans tous les cas, la pratique du sport est vraiment bénéfique pour le rein et pour vraiment le cœur. Professeur Wango, ça c'est la question de M. Nyambré. Pourquoi il n'y a pas de service de gériatrie au Burkina? Merci beaucoup. Alors, ça me donne l'occasion, en tant que président de notre association, d'attirer l'attention justement des gouvernants sur le fait que la santé de la personne âgée n'est pas considérée comme une priorité dans ce pays. Nous sommes de plus en plus nombreux à vivre vieux, ou en tout cas à atteindre un certain âge, mais quand on voit dans les plans d'action, les programmes d'action des différents ministères, il y a très peu d'intérêt réellement pour la personne âgée. Je me rappelle qu'il y a eu un plan d'action qui avait été élaboré par le ministère de la Santé, et dans ce plan d'action, il y avait la formation justement des gériatres. Malheureusement, on n'a pas eu assez de bourses, mais je dois au moins dire merci à ce ministère, parce qu'en ce moment, nous avons des jeunes qui sont en formation, il y en a même qui ont fini, et on est en train d'essayer de recruter ces gériatres-là afin de mettre en place en tout cas nous avons des gériatres qui ont fini les études. Oui, malheureusement, bon, les recrutements, vous savez, la fonction publique est compliquée, ça je le dis à monsieur le ministre de la fonction publique. Donc on n'a pas pu les recruter? Non, la seule gériatre qui avait passé le concours de recrutement à la fonction publique a été rejetée. Et elle est repartie, elle est actuellement en France. Le deuxième, bon, c'est un peu comme beaucoup d'étudiants, ils se font embaucher par la fonction publique et au lieu de suivre la voie normale pour pouvoir aller en stage de formation, non, ils se débrouillent pour se former à leurs frais et quand ils reviennent, ils ont des difficultés pour réintégrer. Et c'est aussi le problème de l'un de ces gériatres-là. Si nous avons deux qui ont fini, ben, je lance un appel en tout cas au ministre de la Santé et à celui de la fonction publique pour qu'on essaie de résoudre. Parce que ces deux-là, s'ils commencent, nous avons 2 ou 3 qui vont les suivre. Et petit à petit, ce qu'on va faire, il va y avoir, le professeur Zabsoré est là, un enseignement de gériatrie à l'université de Ouagadougou. Et je pense que c'est un chemin qu'il faut prendre. Hein, on ne peut pas faire autrement. Parce que la prise en charge, il y a une question là-dessus aussi. La prise en charge de la personne âgée est compliquée. Vous voyez, si par exemple il y a un problème de rein, il y a un problème cardiaque, il y a un problème de prostate, il y a un problème, n'est-ce pas, d'autres maladies chroniques. Mais il faut quelque part un service de gériatrie qui... Pour coordonner tout ça. Voilà. Mais s'il n'y en a pas, donc les malades ils vont un peu partout. Et ce n'est pas une bonne chose pour nous. Hein. Et donc vraiment, il faut que les autorités comprennent cela et qu'ils procèdent à la mise en place rapide, en tout cas, de ces services-là. Ok, l'autre question aussi, vous êtes, votre association, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser les populations, pour faciliter, aider les gens, pour une meilleure prise en charge des personnes âgées? Bon, notre association est surtout une association qui a pour objectif le plaidoyer. Là, je parle dans les communautés. C'est toujours la question de merci. Le plaidoyer et la recherche. Le plaidoyer pour que les autorités, par exemple, diminuent le coût des consultations pour les personnes âgées. C'est ce que nous faisons.
plaidoyer pour que les examens que l'on donne, les radios, le professeur Zabsora a dit qu'il faut faire vraiment ouvrir la recherche de la cause. Mais nous voyons avec le ministère de la Santé pour que les examens complémentaires, les radiologies, en tout cas, soient d'un coût accessible à la personne âgée. Ce que nous faisons aussi, c'est participer à l'élaboration des politiques et des programmes du ministère de la Santé. Et parlant par exemple de coronavirus, notre association, avec les autres associations, a été formée pour qu'on puisse aller dans les communautés. Et il y a des gens qui font du très bon travail en ce moment pour les sensibiliser sur la prévention du coronavirus. Donc, on est dans l'équipe avec le Conseil national des personnes âgées et on travaille ensemble pour éventuellement pousser le gouvernement à élaborer justement ces stratégies de sensibilisation communautaire. Professeur Zabsonré, c'est la question de Mme Sanou. Sa mère est décédée à 75 ans d'une manière brusque. On lui a dit qu'il s'agissait d'une rupture d'anévrisme. Elle demande qu'est-ce que c'est déjà que la rupture d'anévrisme. Et puis apparemment, les jeunes personnes en meurent ces derniers temps. Est-ce que, son autre préoccupation, est-ce que ses frères et elles-mêmes sont exposés à la rupture d'anévrisme? Est-ce qu'il y a un caractère héréditaire? Merci Madame Dao. Alors, l'anévrisme, c'est quoi? C'est la dilatation localisée d'une artère, une portion de l'artère. Donc ce tuyau qui amène le sang au niveau du sang artériel et du sang riche en oxygène au niveau des organes, là, c'est ce tuyau-là qui peut se dilater de façon localisée. Et donc les causes de dilatation sont pratiquement au nombre de deux. La cause la plus importante, c'est celle dont nous avions parlé tantôt, l'athérosclérose. Et donc l'athérosclérose, cette maladie qui touche les artères et qui les fragilise au point donc de les dilater et peuvent se rompre. Et puis donc si ça se rompt, bon, c'est l'hémorragie cataclysmique et je pense que c'est ce qui est probablement arrivé à ce patient-là. Et donc ça c'est l'athérosclérose et donc il faut lutter contre l'athérosclérose à ses facteurs de risque comme on l'a dit. Certains sont héréditaires et certains sont modifiables, d'autres ne le sont pas. Et il y a la note héréditaire dedans. Et puis il y a les causes malformatives, c'est-à-dire que bon, c'est pratiquement des naissances, quoi. Donc une malformation à la naissance et qui ne s'est révélée à un moment donné par la rupture. Et bon, donc la rupture, là, si c'est au cerveau, bon, le plus souvent c'est fatal. Et puis la rupture peut être également, la rupture peut être au niveau de l'aorte. L'aorte, c'est le plus gros tuyau qui quitte le cœur et qui permet donc en tout cas de distribuer le sang au niveau de tout l'organisme. Donc ce gros-là, si c'est lui également qui se rend, le plus souvent c'est vraiment cataclysmique et c'est la mort qui s'ensuit. Et donc selon qu'on est âgé, c'est probablement l'athérosclérose. Et si on est jeune, ce sont les causes malformatives le plus souvent. Donc c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et donc, est-ce que c'est un caractère héréditaire? Un caractère héréditaire, bon, oui et non, tout dépend, puisque il y a des facteurs qui président à la survenue de l'athérosclérose. S'il s'agit de l'athérosclérose, bon, il y a des facteurs qui sont héréditaires. Mais les causes malformatives, le plus souvent, il n'y a pas quand même à ma connaissance, il n'y a pas de note génétique dedans. D'accord. Professeur Wango, une personne âgée... Qu'est-ce que vous faites, professeur Zabson? Pourquoi faire des études? Oui, des études universitaires. Est-ce que cela est possible? Bon, en réalité, j'ai l'impression que la personne sait comment booster les capacités en termes de mémoire et puis de logique, de raisonnement, de production intellectuelle. Parce que quand on est à la retraite ou quand on est d'un certain âge, on a plus le temps. Comment
s'occuper, bon, et puis profiter de ces moments, se faire plaisir, faire des études universitaires et pouvoir faire des productions intellectuelles. En tout cas, il ne faut pas faire des études de médecine à partir de 60 ans. C'est quelque chose qui est très clair. Je pense aussi que ce n'est pas nécessaire de faire des études universitaires à partir d'un certain âge. On fait des études universitaires dans le but de mettre en application ce qu'on a appris dans le cadre du travail. Bon, vous êtes à la retraite. Vous allez mettre en application, bon, peut-être la philosophie, je ne sais pas, que les philosophes m'excusent. Là, on va pouvoir penser, lancer des idées. Mais franchement parlant, les études scientifiques, c'est difficile. C'est difficile d'abord, parce que sur le plan même mental, vous avez des difficultés. Il n'y a pas une personne, enfin, il y a très peu de personnes de plus de 70 ans qui ont une mémoire intacte. Ça n'existe pas. Il y a... Dans des cas particuliers, souvent, nous voyons dans les réseaux sociaux des personnes d'un certain âge qui ont passé le bac, qui sont à l'université. Il y a des... C'est des exceptions. C'est des exceptions. Et bon, d'abord, moi, je demande à vérifier, parce que je suis un enseignant de psychologie médicale, et je sais qu'à partir d'un certain âge... C'est pas facile. Non, c'est-à-dire que si vous faites, par exemple, vous faites un scanner du cerveau, la première des résultats, du moins le premier des résultats, c'est une atrophie cortico-sous-corticale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cerveau, naturellement, perd ses neurones, rétrécit, et à partir de ce moment, perd quand même un certain nombre de capacités. Voilà. Donc, il faut rêver. Hein, mais bon, peut-être faire des études universitaires quand on est très âgé, c'est peut-être se mettre du stress, en tout cas se stresser inutilement. Oui. Donc, cela veut dire qu'il faut profiter de la vie quand on est âgé. Il faut chercher à faire autre chose. C'est-à-dire comme par exemple faire du sport, marcher, jouer aux boules, jouer au Scrabble, aller dans les baptêmes. Bon, maintenant avec le coronavirus, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller les décès, là où il y a un rassemblement de personnes, il ne faut pas y aller. Hein, mais sinon, il faut que la personne âgée se socialise plus, n'est-ce pas? Se détendre. Hein, à nager si elle a encore la possibilité de nager, mais il ne faut pas chercher à apprendre, à lire pour retenir. Non, il y a forcément des troubles de la mémoire, forcément, et vous ne pouvez pas retenir autant que le professeur Zabsonlé. Lui, il est jeune. C'est quoi donc un cœur fatigué, professeur Zabsonlé? Merci Madame Dao. Bon, un cœur fatigué, on imagine que c'est un cœur qui ne répond plus à sa mission. La mission, rappelons-le, c'est quoi? C'est éjecter, se contracter pour éjecter son contenu dans les artères et se remplir. Et donc, étant donné que le cœur du sujet âgé, comme on l'a dit tantôt, il a vieilli, sur ce vieillissement avec la dégénérescence, avec la perte des cellules qui sont quand même fonctionnelles, l'unité fonctionnelle, c'est quand même le muscle, le myocyte, comme on le dit là. C'est vraiment la cellule myocardique, c'est la seule unité fonctionnelle. Alors qu'elle est devenue très rare chez la personne âgée, remplacée par de la fibrose. Et donc, par conséquent, la fonction contractile du cœur et sa fonction de réservoir, toutes les deux sont entamées. Et donc le cœur, bon, j'imagine que le terme fatigué, c'est vraiment, en français facile, c'est pour parler facilement. On dit que le cœur est fatigué pour dire qu'il ne répond plus à sa mission. Et donc par conséquent, ce sera la survenue de l'insuffisance cardiaque dans la plupart des cas. Parce que c'est l'aboutissement, rappelons-le, de toutes les maladies cardiovasculaires. Professeur Wango, quelles sont les maladies mentales qui ont une répercussion sur le cœur? Vous avez une maladie très importante, enfin une répercussion
qui entraîne une réaction du cœur peut-être. Vous avez ce que nous appelons l'anxiété. L'anxiété, c'est une personne qui, dans la vie, a toujours cette impression-là qu'un malheur va survenir. Et vraiment, elle est mal à l'aise dans sa vie. Elle organise tout le temps, elle désorganise. Et il y a de temps en temps ce qu'on appelle, j'en ai parlé tout à l'heure, les crises névrotiques, où on a cette impression que le cœur va sortir de la cage thoracique parce que ça bat très, très, très fort. Vous avez d'autres maladies, n'est-ce pas, le stress, quelque part, est une maladie. Le stress chronique est une maladie. Et là aussi, ça entraîne des répercussions sur le fonctionnement du cœur. Et puis, bon, évidemment, quand vous êtes quelqu'un qui a une maladie psychiatrique très importante, telle que ce que nous appelons la psychose maniaco-dépressive, il y a des moments où, quand ça vient, il y a une accélération du tout, même du rythme cardiaque. Et la démence vasculaire? Alors, la démence vasculaire, vous savez, il y a deux types de démence. Vous avez ce qu'on appelle la démence vasculaire, qui est une démence qui est survenue après une hypertension artérielle prolongée qui est maltraitée et qui entraîne des lésions au niveau du cerveau. Oui. Et c'est une démence qui peut être prévenue si toutefois le cardiologue suit très bien votre hypertension. Ça peut être prévenu. Et vous avez aussi les autres, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que vous avez les démences dues au diabète, il y a l'Alzheimer qui est le type même de démence qui ne sont pas vasculaires. Mais la démence vasculaire, c'est vraiment la conséquence de la mauvaise gestion de l'hypertension artérielle, ou en tout cas des problèmes du cœur. Professeur Zabson, comment ne pas avoir un accident vasculaire cérébral et comment même réduire la charge de maladies cardiovasculaires? Merci, Madame Dao. Bon, on dit qu'avec l'âge, en tout cas, on assiste au vieillissement du système cardiovasculaire d'une manière générale et que c'est inévitable. Et donc, le risque de maladie cardiovasculaire, on le sait, va augmenter, d'autant plus que le mode de vie a favorisé cela pendant de longues années. Et donc, bon, il faut privilégier certainement un certain nombre de mesures. C'est notamment quoi? C'est une alimentation qui est équilibrée. On revient encore là-dessus. Alimentation équilibrée veut dire que manger peu salé, manger peu gras, manger peu sucré, consommer très peu d'alcool et manger beaucoup de légumes et des fruits. C'est vraiment surtout ça qu'il faut. Et au-delà, et associer évidemment la pratique du sport. Alors on recommande, c'est au minimum 30 à 45 minutes de pratique du sport. C'est le sport d'endurance, ce n'est certainement pas faire du sprint pour une personne âgée qui a des arthroses, etc. Donc c'est la marche, comme dit la marche nordique, c'est une marche qui est un peu rapide, mais bon, on peut concéder une marche à chacun son rythme. Chacun son rythme, et c'est ça qui est... et puis surtout, il faut quand même éviter, ça aussi on revient là-dessus, ça c'est évitable, c'est éviter l'isolement social. L'isolement social, c'est quand même important. D'accord. Le dernier lot de questions des téléspectateurs, c'est toujours avec Viviane Tiendrebego. Monsieur Bruno Traoré nous suit à Bobo du Lasso. Il précise qu'il a 69 ans et il se pose une question fondamentale. Pour vous, qu'est-ce que vieillir? Il pose la question parce qu'il a l'impression qu'on ne sait pas trop comment prendre soin de nos parents qui sont à la retraite ou qui n'ont plus d'activité. Est-ce que tout tourne autour des questions de santé pour les personnes âgées? Madame Tiendrebego Uriel à Ouagadougou dit que son père est très émotif
il pleure beaucoup pour telle situation, quand il n'est pas content, quand il est très content. Finalement, est-ce que pleurer, ça fait du bien quand on est une personne âgée ou bien il faut travailler à se contenir? Monsieur Ouedraogo, lui, nous a appelé du Bobo du Lasso. Il est content de l'émission, mais il déplore le fait qu'on n'ait pas abordé les questions de sexualité des personnes âgées. Il en parle parce que certains traitements contre les maladies cardiovasculaires ont une incidence surtout sur la santé des hommes et sur la sexualité des hommes. Et qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Faut-il faire fi des questions de sexualité ou bien il faut se débrouiller? Et comment? Monsieur Pierre Traoré est à Ouagadougou, il a 56 ans. Il a appris qu'après 50 ans, quand on urine fréquemment, c'est peut-être le signe d'un problème de prostate. Mais en suivant l'émission, il entend que ça peut être également un signe de problème rénal. Il pose la question parce que lui, quand il prend une petite bière après le repas du soir, il va beaucoup aux toilettes. Donc, il aimerait que vous éclairer sa lanterne. Le président du Conseil national des personnes âgées, Dr Joseph-André Tiendré-Béogo, félicite Santé Mag pour le choix du thème de ce numéro. Il précise que la loi du Burkina Faso votée en 2016 donne l'âge de la personne âgée à partir de 60 ans. Le troisième âge se situe entre 60 et 79 ans. Et le quatrième âge détermine les personnes de 80 ans et plus. Sa question, c'est à quand le centre de gériatrie dont la première pierre a été posée il y a déjà plus de 3 ans. C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Comment prendre soin de nos parents qui sont à la retraite, qui n'ont plus d'activité? Est-ce que tout tourne autour de la santé? Professeur Wango. Non, c'est-à-dire qu'il faut même encourager les personnes âgées de plus de 60 ans à avoir un certain nombre d'activités et qu'ils choisissent les activités qui leur plaisent. Il ne faut pas rester assis tout seul à la maison. Et je crois qu'il y a énormément de possibilités d'activité et d'activisme à Ouagadougou, où en tout cas il peut aller très positivement, se détendre. Pleurer fait-il du bien à une personne âgée ou bien il faut travailler à se contenir? Non, toute personne qui a mal au cœur peut pleurer. Maintenant, si cette personne pleure beaucoup. Non, là, il faut l'amener en consultation pour qu'on voit si ce n'est pas un problème de dépression. D'accord. Professeur Zabsonré, est-ce que certains traitements contre les maladies cardiovasculaires ont une incidence sur la sexualité? Est-ce que la sexualité est conseillée pour les personnes d'un certain âge? Question piège. Merci, Madame Drago. C'est la question de M. Drago. Oui, en fait, certaines maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle, s'accompagnent dans 33% des cas des troubles, ce que nous appelons la dysfonction érectile. Et donc, rien que la maladie elle-même entraîne déjà. Et puis maintenant, il y a un certain nombre de médicaments, ils sont pratiquement au nombre de 2 classes thérapeutiques surtout, des bêta-bloquants, et puis les anti-aldostérone qui également sont pourvoyeurs de dysfonction érectile. Et bon, c'est quand même un droit aux patients d'avoir une sexualité. Ça, il faut quand même reconnaître le droit. Mais la pratique de cette sexualité-là, si on peut ainsi l'exprimer, est conditionnée par un certain nombre de précautions. Parce que il faut évaluer encore, on revient en arrière, sur le risque cardiovasculaire. Si le patient a un risque cardiovasculaire étiqueté bas, non, on peut lui conseiller sa sexualité. Mais s'il a un risque cardiovasculaire élevé, malheureusement, la sexualité peut être peut se compliquer quand même. Oui, et donc par conséquent, elle sera déconseillée à un certain moment. D'accord. Professeur Wango, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Je voulais demander aux personnes âgées de ne pas forcer pour avoir une sexualité
qui s'avère difficile. Vous savez, dans tout Ouagadougou, dans tout Bobo, dans toutes nos provinces, vous avez des gens qui ont des poudres de perlimpinpin là. Ils se promènent, ils vendent des poudres, ils disent que ça, si vous prenez ça, ça marche. Parfois, ça entraîne la mort. Donc, il ne faut pas trop exciter son cœur, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. D'accord. Docteur Lengani, il y a M. Pierre Traoré qui dit avoir appris ce soir que, en réalité, les signes faire uriner la nuit, la personne urine beaucoup la nuit. Donc, mais quand il ne boit rien, il fait ses nuits sans se lever. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Bon, c'est difficile de répondre comme ça sans avoir vu le malade. Parce qu'il a appris qu'après 50 ans, quand on urine fréquemment, ça peut être un problème de prostate. Il en a 56. Absolument, et je peux même gérer même encore plus loin en disant que le problème de prostate peut aboutir à un problème rénal. Ce n'est pas pour l'inquiéter, c'est juste pour faire comprendre que devant ce signe isolé, on ne peut pas répondre comme ça. Ce qui est préférable de faire, c'est peut-être de consulter, parce que généralement aussi, à partir d'un certain âge, le bilan de prostate fait partie du bilan. Donc il faudrait d'abord qu'il vérifie si la prostate marche bien, parce que de façon normale, quand on boit de l'alcool, on urine beaucoup, parce que dans la dégradation de l'alcool, on produit de l'eau. Et le fait que lors d'insuffisance rénale, on urine beaucoup la nuit, c'est justement parce que le pouvoir de concentrer les urines devient diminue avec la maladie. Donc devant ceci, on ne peut pas répondre. Il vaut mieux consulter pour avoir des réponses plus claires. À quand le centre de gériatrie dont la première pierre a été posée il y a plus de 3 ans? J'espère que ce sera pour bientôt. Donc nous sommes un peu pris par le temps. Donc la question, est-ce que il ne faut pas tourner vers les antioxydants et les compléments alimentaires pour aider les personnes du 3e âge à mieux se porter? Professeur Zabsori. Une question de Mme Saado. Non, c'est une option qu'on peut envisager. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut en tout cas mettre l'accent sur l'utilisation des médicaments dont l'efficacité a été prouvée. Parce que cela me permet de poser la question sur la difficulté que vous avez à prendre en charge les personnes du 3e âge. Merci Madame Dao. La première difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est surtout d'abord le coût du traitement pour des patients aux ressources limitées. Tout au plus, les ressources se réduisent peut-être à la pension de retraite, mais il n'y a pas d'assurance à cet âge-là. Fort heureusement, il y a tout un réseau social qui se construit au bénéfice de la personne âgée qu'il faut saluer. Et qui permet le plus souvent de prendre en charge les patients. Mais cela a des revers. Les revers sont les suivants. C'est surtout lié au fait que parfois l'entourage s'implique un peu en tout cas s'initie dans le traitement, dans les stratégies thérapeutiques qui ont été proposées à leurs patients, et cela peut faire l'objet de malentendus, de conflits entre les accompagnants des patients et le personnel médical. Mais je voudrais surtout insister sur le caractère, la difficulté déjà du diagnostic chez les personnes âgées. Donc, parce que la démarche diagnostique va faire appel à l'interrogatoire. Interrogatoire veut dire le souvenir quand même des signes que le patient a présenté. Or, comme le professeur Wongo l'a dit, il présente presque toujours des troubles de la mémoire, et donc l'interrogatoire est difficile à établir. Et maintenant, du point de vue des prescriptions, le plus souvent, comme ce sont des patients qui sont polymédiqués, ils prennent plusieurs médicaments à la fois, sur des reins, un rein, sur des organes d'épuration censés être vieillis aussi, c'est-à-dire le rein, le foie. Et donc, tout ceci conduit à des interactions médicamenteuses qui sont vraiment délétères pour la personne âgée. Et donc, ma collègue, Dr Tal, justement, faisait allusion à cela tout à l'heure. Oui, en fait, c'est ça. Le risque thrombotique, par exemple, avoisine le risque hémorragique, et on balance presque toujours dans cette
ce dilemme-là. Professeur, nous sommes pris par le temps. Il y a également l'aspect Covid-19 qui est associé au tableau des maladies cardiovasculaires. Donc tout ça, nous allons essayer de conclure cette émission. Donc, professeur Wango, pour terminer. Bon. Écoutez, moi je suis très content de participer à cette émission en tant qu'association de gériatrie et de gérontologie, pour la simple raison que la personne âgée, du point de vue du cœur et du rein, a effectivement une certaine vulnérabilité. Et je voulais donc remercier les deux collègues et vous remercier vous parce que nous avons des questions qui se posent à nous à tout moment. Et j'espère que ce bref entretien avec la communauté a pu donner un certain nombre d'informations très utiles. Mais je demande encore une fois à toutes les personnes âgées de faire prendre leur tension artérielle, de faire prélever leur sang pour voir s'ils n'ont pas un taux de glycémie très élevé. Dr Lengani a dit de faire des bilans très simples et tout ce qu'on a dit, il y en a qui peuvent être évités. Donc c'est un peu ce que moi je voulais dire en conclusion. Okay. Merci encore. Merci d'être venu sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit.